Sehr geehrter Herr Botschafter, chers intervenants, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence à l'occasion du lancement du 127e numéro de la RIS dédié à la relation franco-allemande que vous pouvez voir ici et que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez à la fin de la conférence. On est ravis de vous avoir parmi nous ce soir et d'avoir également un certain nombre de personnes connectées en ligne. Vous êtes actuellement à peu près 180 en ligne à suivre la conférence, donc bienvenue à vous également. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à monsieur l'ambassadeur Hans-Dieter Lucas, qui nous a fait l'honneur de venir ce soir pour ouvrir cette table ronde et introduire cette thématique donc, sur le repenser la relation franco-allemande. Merci beaucoup à vous d'être là. Bon, merci beaucoup, M. Schnitzler, pour l'accueil. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir invité pour ouvrir ce débat et dire quelques mots, n'est-ce pas, sur les relations, très bref. Mais tout d'abord, je voudrais bien vous féliciter de ce numéro-là sur repenser la relation franco-allemande. Je pense que c'est bien réussi. Donc, ce sont des articles vraiment passionnants, intéressants. Et il me semble aussi la parution peu avant le 60e anniversaire du traité de l'Élysée et du prochain Conseil ministre franco-allemand arrive à point nommé. Le titre nous interroge un peu sur la nécessité de repenser la relation franco-allemande. Et à cette question-là, je répondrai à la fois par oui et non. Pourquoi non? Parce que bon, les fondamentaux essentiels, le fondement essentiel de cette relation n'a pas changé. C'est ainsi l'importance de la réconciliation, le caractère unique du franco-allemand en Europe, la base contractuelle, le traité de l'Élysée, le traité d'Aix-la-Chapelle, aussi la conscience que chaque avancée en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale a toujours reposé finalement sur un consensus franco-allemand. Tout cela, à mon avis, est profondément ancré dans la conscience des Français et des Allemands. Et sur tous ces points, rien n'a changé, à mon avis. En revanche, et le contexte dans lequel s'inscrivent les relations franco-allemandes est lui devenu radicalement différent. Nous vivons en effet une crise inédite, plurielle, et une crise, je pense, qui nous oblige de repenser au moins partiellement aussi les relations franco-allemandes. La raison principale, bien évidemment, c'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc la renaissance, n'est-ce pas, d'une pratique, d'un procès impérialiste en Europe. Le fait que cette guerre nous concerne tous. Donc, nous voyons donc les violations flagrantes du droit international, crimes de guerre, menaces directes à la sécurité de l'Europe, mais aussi à la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire mondiale. Il y a là un risque nucléaire qui est palpable et cela s'ajoute les conséquences dramatiques et de plus en plus visibles du changement climatique. Donc, à mon avis, nous vivons vraiment un moment stratégique pour le monde, pour l'Europe et aussi pour les relations franco-allemandes. Et la question principale qui se pose aujourd'hui est donc celle-ci: le tandem franco-allemand et l'Europe trouveront-ils des réponses communes et innovantes à ces défis inédits? Je pense que nous avons, dans le passé, prouvé à maintes reprises que nous en étions capables. Et je vous rappelle l'exemple du plan de relance européen adopté par l'Union européenne sur la base d'une initiative franco-allemande il y a 2 ans, pendant la crise pandémique.
une initiative vraiment aussi innovante à hauteur de 750 milliards d'euros. Donc, si nous voulons, nous pouvons. Jusqu'à présent, la solidarité de l'Union européenne dans cette crise qui a commencé avec la guerre a fait ses preuves, notamment aussi grâce à la concentration de la France et de l'Allemagne, c'est-à-dire nous agissons ensemble pour soutenir l'Ukraine de point de vue politique, économique et militaire aussi, en ce qui concerne donc l'adoption de plusieurs rondes de sanctions inédites contre la Russie. Il est vraiment crucial maintenant que nous veillons à préserver cette unité franco-allemande européenne au cours des semaines prochaines et des prochains mois. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et selon moi, il y a au moins 4 domaines, il y a d'autres aussi, mais je mentionnerai ici 4 domaines dans lesquels nous avons besoin d'une étroite concertation franco-allemande dans l'avenir. Premièrement, c'est la question du futur de l'Union européenne, c'est-à-dire la question de la réforme institutionnelle de l'Union européenne, avec le but de renforcer vraiment la capacité d'action de l'Union européenne. Et le président Macron, mais aussi le chancelier Scholz, dans son discours très important sur l'Europe, un discours qu'il a tenu à Prague il y a quelques semaines, les deux se sont exprimés en faveur du recours généralisé au principe du vote à la majorité qualifiée, y compris en matière de politique étrangère et de sécurité. À mon avis, c'est un point fort, très important. Deuxièmement, nous plaidons également ensemble pour une Europe de la défense, dotée d'une réelle capacité d'action. Dans ce cadre-là, donc les projets d'armement franco-allemand revêtent une importance particulière. Le SCAF, MGS, d'autres projets. Ce ne sont pas des projets faciles, ce sont des projets compliqués, mais nous devons maintenant avancer avec détermination sur ces dossiers-là. Deuxième point, nous devons affronter le prochain hiver ensemble et de manière solidaire. Et il me semble que l'accord entre le chancelier Scholz et le président Macron sur la livraison de gaz à l'Allemagne et par la France, d'électricité à la France par l'Allemagne est par conséquent un signal très important. Mais troisièmement, nous devons parvenir en consensus dans l'Union européenne sur ce que nous pouvons faire pour lutter contre l'explosion des prix de l'énergie et pour protéger les populations comme les entreprises contre cette explosion des prix énergétiques et contre l'inflation. Et ça, c'est aussi une question très compliquée, une question vraiment aussi un peu pénible, mais nous devons en débattre. Et là encore, je pense que nous finirons par nous accorder sur une position commune, mais ça prendra du temps. Ça sera aussi le grand thème du Conseil européen dans quelques jours. Enfin, et ça sera le 4e point, nous ne devons pas perdre de vue nos engagements sur le plan climatique, c'est-à-dire sur la mise en œuvre de nos buts climatiques, nos engagements climatiques. Tout ceci est plus facile à dire qu'à faire. Et à juste titre, les articles de ce numéro de la revue internationale et stratégique ne cessent de souligner les différences entre la France et l'Allemagne dans nos cultures stratégiques, dans nos traditions aussi, les mentalités, mais ça n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Ça a été toujours le cas pendant les derniers 50 ans du franco-allemand. Il y avait toujours donc cette divergence, n'est-ce pas, des cultures stratégiques. Mais peut-être aujourd'hui, il est plus crucial que jamais d'employer au bénéfice de l'Europe ce que j'appelle la méthode franco-allemande, qui consiste toujours à, n'est-ce pas, à partir des positions très éloignées pour parvenir finalement à trouver un terrain d'entente
Et en ce temps où nos pays doivent faire face à des fortes contraintes nationales, aussi des contraintes politiques intérieures, ça joue en France et en Allemagne. Mais donc, ce n'est pas facile, mais quoi qu'il en soit, je pense que finalement, de définir en terrain commun, ça reste notre responsabilité commune et c'est aussi dans notre intérêt commun, n'est-ce pas, finalement aussi de prendre tout le monde à bord au sein de l'Union européenne. Donc, ce sera un grand plaisir pour moi de discuter de ces questions avec vous, mais merci encore une fois pour cette vraiment excellente numéro de la Revue internationale et stratégique et je me réjouis de discuter ces questions avec vous plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette belle introduction et on va aborder ce soir justement les 4 thématiques dont vous avez parlé, donc le futur de l'Union européenne, la défense, l'énergie et les engagements climatiques. Mais avant de commencer le débat, je vais laisser sans plus attendre la parole à Jacques-Pierre Goujon, qui est en ligne avec nous et qui voulait également vous dire un mot d'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être en présentiel, hein, comme l'on dit, avec vous ce soir, mais il est évident que mes pensées et ma réflexion vous accompagnent. Comme directeur de l'Observatoire de l'Allemagne, je souhaite saluer et remercier évidemment les personnes présentes à cette soirée. En premier lieu, vous, monsieur l'ambassadeur Lucas, que je sais intéressé par la production scientifique et intellectuelle sur l'Allemagne. Donc, vous suivez ça de près et pour nous, c'est aussi un bonheur. Je remercie également les autres personnes que j'ai le plaisir de connaître. Hélène Miard de Lacroix, donc professeure à la Sorbonne, Brigitte Lestrade, professeure émérite à l'université de Cergy-Pontoise, et Claire Demenay, chercheuse associée au Centre Marc Bloch, et bien entendu Gaspard Schnitzler, chercheur à l'IRIS, qui animera vos débats. Le numéro de la Revue internationale et stratégique consacrée à l'Allemagne paraît à un moment où la relation franco-allemande doit faire face, selon moi, c'est une analyse que je vous livre, à une contradiction. D'un côté, le discours du chancelier sur l'Europe prononcé à Prague le 29 août dernier peut être considéré, et c'est important, comme la première réponse officielle de l'Allemagne au discours de la Sorbonne du président Macron du 26 septembre. Cette réponse, on le sait, a été longtemps attendue par la France et Mme Merkel elle-même s'est vue reprocher en Allemagne de ne pas apporter de réponse adéquate à ce discours. En effet, le discours du chancelier Scholz reprend plusieurs points importants développés par le président français, comme le soutien à une action plus rapide et efficace de l'Union européenne par un passage au vote à la majorité, au lieu du vote à l'unanimité dans des domaines plus nombreux, notamment, monsieur l'ambassadeur l'a dit, en politique étrangère, ce qui est un sujet très fort entre la France et l'Allemagne, la réalisation d'une vraie Europe de la défense, impliquant notamment, et vous y reviendrez, une plus grande synergie des capacités et outils de défense, une politique de migration commune, incluant une lutte contre l'immigration irrégulière. Ce sont là quelques points de convergence importants qui existent et pourtant, à regarder les dernières semaines, la relation franco-allemande donne l'image d'une, il faut avoir l'honnêteté de l'observer, c'est aussi notre rôle comme expert, une forme de désunion. Quelques points peut-être à mentionner. L'absence de position commune des 27 sur un mécanisme de plafonnement du gaz est d'abord due à l'absence d'une position franco-allemande sur le sujet qui aurait sans doute permis de surmonter la réticence des opposants, par ailleurs minoritaires. La constitution récente d'une fédération de 14 pays emmenée par l'Allemagne sans la France en vue de mettre sur pied un bouclier antimissile commun composé de systèmes à la fois allemands, américains et israéliens, le fameux Arrow 3 sur lequel le chancelier a été
interrogé à de nombreuses reprises dans les médias allemands, notamment à la télévision. Même si la France développe, on le sait, son propre bouclier avec l'Italie, cela n'en constitue pas moins un fâcheux signe politique, alors que les discours officiels des deux côtés du Rhin ne cessent d'évoquer la nécessité d'une autonomie stratégique européenne. Les deux exemples illustrent les difficultés que traverse actuellement la relation franco-allemande, au-delà des intérêts économiques qui peuvent diverger à un moment ou à un autre. De telles difficultés ont toujours existé dans l'histoire de la relation franco-allemande, mais aujourd'hui, elles suscitent plus d'inquiétude. Pourquoi? Car le fameux couple franco-allemand est de plus en plus contesté de l'extérieur par les pays baltes et la Pologne, notamment, qui lui reprochent d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, trop proche de la Russie dans le passé, et ces pays n'entendent pas accorder autant de place que cela fut le cas dans le passé à ce tandem franco-allemand. Donc ce qui m'inquiète, et je le livre tel quel, c'est que la légitimité du tandem franco-allemand est en cause. Une légitimité qui a toujours porté, fait avancer l'Union européenne. Une relation fragilisée de l'extérieur ne doit pas se fragiliser elle-même de l'intérieur. Et à la lecture de ces différends entre la France et l'Allemagne, je me demande, en relisant également le contrat de coalition, en relisant les discours officiels ici ou là, si des deux côtés du Rhin, la conception de, je cite, souveraineté européenne est la même. Voilà quelques réflexions et pistes, avec l'idée évidemment de tout faire pour que soit préservée cette relation franco-allemande sur laquelle nous travaillons et qui nous est évidemment très chère. Merci encore à vous. Gaspard, c'est à toi. Merci beaucoup, Jacques-Pierre. Je vais sans plus attendre présenter du coup nos trois panélistes du jour. Donc, comme le disait Jacques-Pierre Goujon, Brigitte Lestrade, vous êtes professeure émérite de civilisation allemande contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise. Vos travaux de recherche portent avant tout sur les aspects économiques, sociologiques et culturels de l'Allemagne contemporaine, et plus particulièrement sur l'évolution du monde du travail. Et vous avez publié donc dans la RIS un article intitulé « Quelle convergence économique et sociale franco-allemande ». Hélène Miard-Delacroix, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation allemande contemporaine à la Sorbonne. Vous êtes présidente du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, le CIERA, et vos travaux de recherche portent sur l'histoire allemande depuis 1945, sur la vie politique, économique et sociale de l'Allemagne contemporaine. Et vous avez publié dans la RIS une interview intitulée « La France, l'Allemagne et le récit européen, reconstruction et réalité ». Et enfin, Claire de Mesmé, qui est avec nous en ligne ce soir. Merci beaucoup à vous d'être là. Vous êtes chercheuse associée au Centre Marc Bloch de Berlin et vous êtes directrice du bureau de formation interculturelle de l'OFAGE à Berlin. Vous êtes spécialiste notamment de la relation franco-allemande et de la politique étrangère de l'Allemagne. Et dans la revue, vous avez contribué par un article intitulé « Les outils de la diplomatie culturelle et d'influence, analyse comparatiste France-Allemagne ». Merci à tous les trois d'être là. Et je vais commencer par une première question pour vous, Madame Miard-Delacroix. Vous dites dans votre contribution dans la revue, ce qui caractérise un duo fort, c'est l'existence d'une ambition commune. Ma première question est la suivante. Existe-t-il actuellement une ambition commune franco-allemande, et notamment vis-à-vis de l'Europe? Et si oui, quelle est cette ambition? Merci. Merci et merci pour cette invitation. Je participe très volontiers à ce type d'échange parce que même si nous parlons toujours des mêmes sujets, il se passe des choses différentes quand même d'une fois à l'autre. Et ce propos que j'ai pu tenir dans le grand entretien, parlant d'une ambition commune, faisait bien évidemment allusion à nos expériences du passé et aux phases où les Français et les Allemands, incarnés dans des duos président-chancelier,
avait pu faire avancer les choses et le diagnostic, qui n'est pas très original, était de dire qu'il ne fallait pas seulement avoir des obligations, mais il fallait une ambition commune. Alors, quand vous me posez la question aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même énormément de choses qui ont changé depuis le mois de février 2022 et qu'on se trouve dans une constellation qui est quand même fondamentalement différente. Alors, arriver à donner des conseils et à essayer d'identifier une ambition commune, on peut essayer de le faire tout en sachant qu'on va comparer avec des situations absolument, enfin, qu'on est dans une situation inédite qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce qu'on a pu voir dans le passé et dont on pourrait apprendre. Monsieur l'ambassadeur l'a dit très clairement, les Français et les Allemands savent travailler ensemble avec une méthode, il y a des principes, il y a des façons de faire. Et ça, on peut estimer que c'est indispensable, mais pas suffisant pour être efficace s'il n'y a pas d'ambition. Alors, c'est un petit peu difficile d'en distinguer une aujourd'hui qui serait explicitement nommée comme un projet qui aurait pu être celui de Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt disant il faut lutter contre l'instabilité de nos monnaies, proposons un système monétaire européen. Avoir lutté contre les tendances inflationnistes, ça va peut-être être quelque chose qui va revenir à l'ordre du jour. C'est pas non plus une situation où on peut avoir une ambition claire et nette, comme ont pu l'exposer Helmut Kohl et François Mitterrand en disant nous allons non seulement faire avancer le bilatéralisme, mais rendre le retour en arrière impossible, hein, comme le disait Helmut Kohl, et faire avancer l'union économique et monétaire. Donc, situation inédite, il faut s'adapter aux défis. Je pense que, je vais vous dire les choses simplement, même si l'ambition n'est pas formulée dans un grand programme, je crois qu'ensemble, le chancelier pour son gouvernement, le président français pour son gouvernement et sa majorité, ont quand même en commun la même ambition en Europe. À court terme, la sécurité, à moyen terme, la sécurité et à long terme, la sécurité. Je pense que des deux côtés se rejoignent deux intentions et ambitions extrêmement claires qui est de protéger les Européens de plusieurs façons. Et là, ça peut être décliné de manière immédiate et réelle en matière de défense. D'une part, avec les questions de nous protéger réellement pour le cas, espérons, improbable où nous serions vraiment attaqués, mais aussi de continuer à avancer les projets d'interopérabilité de nos armées, de progresser à petits pas quand même vers cette défense européenne. Décliner dans le domaine de l'approvisionnement, monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, essayer de réglementer et d'organiser ensemble notre approvisionnement extérieur et à l'intérieur de l'Europe, protéger les pays là où ils sont plus fragiles, le gaz, l'électricité. Et puis, bien sûr, sécurité, protection. Alors, on pourrait discuter avec Jacques-Pierre Goujon sur cette interprétation du terme de souveraineté, d'ailleurs qui n'est pas utile. Enfin, du côté allemand, on a du mal à trouver le bon mot parce qu'on ne veut pas parler d'indépendance, parce que le mot indépendance ferait trop allusion à une prise de distance par rapport aux grands alliés et aux États-Unis. Mais enfin, cette question, elle est profonde. Mais si on continue en espérant que les choses s'améliorent rapidement dans les mois prochains sur le front de la guerre, de l'attaque de la Russie par la Russie de l'Ukraine, eh bien, les projets qui étaient en cours vont aussi dans ce sens d'une protection et de la sécurité dans le domaine du digital, de la maîtrise des données, des relations avec les grandes firmes, et puis cette fameuse autonomie stratégique. Donc, même si on ne voit pas d'ambition qui serait le grand design, voilà, je pense que le grand design, il est là, par l'addition de volonté d'atténuer le contre-coup, le choc et les conséquences possibles, y compris, et je reviens à la notion d'inflation, le retour de l'inflation. Alors pour nous qui sommes un peu plus vieux, ça nous rappelle des choses. Les plus jeunes dans la salle ne connaissent pas l'inflation et la nécessité pour les gouvernements d'essayer de trouver des politiques anti-inflationnistes. Là, les Français et les Allemands savent faire, pas toujours avec les mêmes approches, mais la compatibilité des besoins et la compatibilité des volontés, je dirais, pourrait faire la base d'une ambition commune. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez, je ne donne pas plus de conseils, mais je vois quand même une ambition exister.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a ce débat sémantique entre autonomie stratégique pour les Français, souveraineté stratégique pour les Allemands. D'ailleurs, on a le même débat sur couple franco-allemand. Et j'ai vu que monsieur l'ambassadeur tout à l'heure avait utilisé le terme tandem franco-allemand. On en parle. On en parle également dans la revue. Les Allemands, Hélène le sait, donc les Allemands utilisent le terme moteur, les Français couple, donc ça dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et vous savez, un couple, c'est aussi un couple. Il y a des couples dans un moteur, c'est-à-dire qu'un couple, c'est aussi un levier. Oui, c'est vrai. Ouais. Et dans un couple, donc c'est notre expérience, n'est-ce pas, comme être humain. Parfois, c'est compliqué. Je vais me tourner vers vous maintenant, Claire de Mesmer. J'espère que vous m'entendez bien. Dans son récent discours, Olaf Scholz à Prague, un discours qui a été présenté dans la presse française comme un équivalent du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron de 2017. Le chancelier Scholz n'a aucun moment parlé de la France, fait mention de la France dans son discours. C'est d'ailleurs le cas également dans ce qu'abordait Jacques-Pierre Goujon sur le projet de bouclier antimissile allemand avec un certain nombre de pays européens. Comment est-ce qu'il faut interpréter cela? Est-ce qu'on doit y voir le signe d'une relation en perte de vitesse, ou comment expliquer cette absence de la France dans le discours de Scholz? Merci. Merci à vous, merci pour votre invitation. J'aurais été ravie d'être avec vous ce soir à Paris. Il se trouve que Berlin me tient bien en main. Mais bon, grâce aux solutions hybrides, je peux participer et ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi en tout cas. Alors, est-ce que le discours de Scholz à Prague est vraiment la réponse au discours d'Emmanuel Macron, au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron? Déjà, je ne suis pas très sûre. Pour moi, une première réponse, un premier discours de réponse, ça a été en fait le ralliement allemand encore sous Angela Merkel à un endettement commun. Un endettement commun en réaction à la crise économique et à la crise sanitaire. L'Allemagne s'était opposée à ce genre de mesures pendant des décennies. Là, il y a eu cet accord franco-allemand, cette proposition franco-allemande qui a ensuite nourri la proposition de la Commission européenne, donc non seulement avec un mécanisme d'endettement, mais aussi avec des transferts intra-européens substantiels. Donc pour moi, ça a été déjà une première réponse au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a eu une prise de conscience du risque que représentait la dépendance de l'Allemagne et la dépendance de l'Europe, en particulier vis-à-vis de la Chine. Donc, un premier niveau de réponse. Avec le discours d'Olaf Scholz à Prague, on arrive à un deuxième niveau de réponse qui s'inscrit en effet dans la logique française, dans la logique de la souveraineté européenne. Et pour moi, c'est une deuxième prise de conscience, non seulement du risque de la dépendance européenne, de la dépendance allemande, mais aussi de la nécessité d'avoir davantage de souveraineté européenne. On peut l'appeler comme on veut. Les Allemands, jusqu'à présent, parlaient surtout de Handlungsfähigkeit, donc de capacité d'action. Là, aujourd'hui, dans le discours de Scholz, on a vraiment ce terme de souveraineté, avec plus d'autonomie, avec plus de capacité de gérer son indépendance, pour paraphraser, ou en tout cas pour le dire autrement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette volonté d'autonomie ou cette volonté de souveraineté, on ne la trouve plus seulement dans le domaine financier, dans le domaine industriel, comme on l'avait pendant la crise économique et sanitaire, au premier niveau que j'ai décrit, mais on le trouve aussi dans deux domaines dans lesquels l'Allemagne a une politique très particulière jusqu'à présent, à savoir l'énergie et la défense. Donc, en effet, on a un niveau de conscience de la nécessité de l'autonomie supérieure. Alors, je fais juste une parenthèse, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des manifestations qui passent devant ma rue. J'essaie de me concentrer. J'entends les manifestants qui passent et c'est assez bruyant. J'espère que ça ne s'entend pas trop à Paris. Enfin, vous avez aussi vos propres manifestations.
Non, on vous entend très bien, vous en faites Ça pas. va, d'accord, parfait. Donc, mais quand même, pour répondre à votre question, est-ce que ça signifie un désintérêt pour la France? Non, je ne pense pas. Il y a ce rapprochement sémantique, ce rapprochement du discours, et il y a aussi des cultures stratégiques, et Monsieur l'ambassadeur l'évoquait, des cultures stratégiques et des méthodes qui sont différentes. Notamment le rapport à l'Europe de la défense, avec une approche beaucoup plus transatlantique, enfin une Europe, une souveraineté dans le domaine de la défense, une approche beaucoup plus transatlantique de l'Allemagne, avec un discours de l'Europe de la défense pour la France. Donc là, on a une vraie différence de fond sur la manière de procéder, sur la manière de s'organiser. Et ça, en effet, il faut travailler sur cette question-là, mais ça ne remet pas en question cet objectif commun et cet objectif aussi cette volonté de travailler avec Paris. Et puis, une autre différence, c'est le rapport à l'élargissement de l'Union européenne. Ça, c'est une différence franco-allemande qui a toujours existé et qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours d'Olaf Scholz, puisqu'il prend fortement parti pour un élargissement non seulement à l'Ukraine, mais aussi à la Moldavie et à la Géorgie à plus long terme. Donc, ça, ces différences font qu'on peut avoir l'impression d'un délitement de la relation, mais je crois que ce sont des méthodes différentes qui sont traditionnellement présentes. Et je termine sur ce point-là. Le fait de tenir absolument compte de l'ensemble des partenaires européens, je pense que pour l'Allemagne, c'est en effet important, c'est très important aujourd'hui. On l'a traditionnellement dans le discours sur la cohésion de l'Union européenne, avec une Allemagne qui se sent une responsabilité particulière pour assurer cette cohésion. On parle en allemand du Zusammenhalt. Donc, Zusammenhalt et garder cette cohésion. Monsieur l'ambassadeur disait garder tout le monde à bord. Je trouve que c'est une belle traduction du fameux Zusammenhalt. Ça, c'est un souci allemand traditionnel qui fait que Scholz ne s'est pas adressé à Paris dans son discours. Il s'est adressé à l'ensemble des partenaires pour surtout ne pas perdre les petits partenaires et aussi pour assurer la légitimité de ce leadership, pour assurer une crédibilité de la parole allemande en Europe. Et il n'y a pas de contradiction dans le discours allemand et dans la façon dont l'Allemagne pense l'intégration européenne entre, d'un côté, cette cohésion, ce souci de garder tout le monde à bord, et d'une coopération franco-allemande qui doit être à un très haut niveau et qui doit être intense dans l'ensemble des domaines qui sont aujourd'hui stratégiques. Merci beaucoup. Et je pense qu'on reviendra ensuite sur les questions de défense parce qu'il y a énormément de questions, notamment en ligne, des participants qui ont l'air très intéressés par cette thématique. Je me tourne vers vous maintenant, Brigitte Lestrade, pour vous poser une question sur l'économie. Dans le cadre de la pandémie, l'Allemagne a accepté un endettement commun pour soutenir la relance des entreprises européennes. Elle a, par la même occasion, rompu avec sa traditionnelle politique de rigueur budgétaire. Dans le cadre du conflit actuel en Ukraine, l'Allemagne a également accepté d'injecter 200 milliards d'euros pour soutenir les ménages allemands face aux hausses des tarifs de l'énergie. Est-ce qu'il s'agit d'une simple réponse conjoncturelle ou est-ce qu'il s'agit d'un changement de mentalité plus profond en Allemagne? Et si oui, est-ce qu'on peut s'attendre à un rapprochement entre la France et l'Allemagne sur le plan économique? Merci. Ah non. Est-ce que ça va mieux? Merci. Je n'ai pas vu la petite lumière verte. Voilà. Alors, ça fait deux questions. Une question, on verra. Alors, d'abord, pour la pandémie. Le traitement de la pandémie implique évidemment des dépenses considérables qui ne rentrent pas vraiment dans les projets prévus par le gouvernement de l'époque parce que les Allemands ont inventé quelque chose qui s'appelle le frein à la dette, die Schuldenbremse, et ne souhaitent pas, le gouvernement dépense plus que ce qui n'est prévu. Mais la Schuldenbremse, le frein à la dette, peut, on peut faire abstraction de ce frein en cas de coup dur, en cas de
de pandémie en cas de guerre. Et vu qu'actuellement, il y a les deux, pandémie et guerre en Ukraine, donc effectivement, ce frein à la dette, pendant un certain temps, les Allemands se sont assis dessus parce qu'on ne veut pas faire autrement. Donc, alors, j'avais pris quelques notes là-dessus. Alors, le frein, la Schuldenbremse, existe depuis 2016 en Allemagne. Ce qui veut donc dire que Berlin ne peut pas engager de dette nouvelle au-delà de 0,35% du PIB par an, ce qui fait vraiment pas beaucoup. Il faut quand même dire que c'est relativement restreint. Et depuis 2020, les régions, donc les Länder, ne peuvent plus s'endetter du tout. Alors donc, les seules exceptions, catastrophes naturelles ou alors la guerre. Alors, la guerre en Ukraine et évidemment la pleine pandémie constituent ces exceptions. Et en 2021, en effet, l'endettement nouveau, 1% du PIB, c'était 3 fois plus élevé que ce que permettait la Schuldenbremse, le frein à la dette. Donc, en cas de nécessité, les Allemands sont parfaitement capables de passer outre leurs propres restrictions. Alors, il n'est absolument pas question de pérenniser cette exception. Le ministre des Finances, Christian Lindner, a déjà annoncé que l'année prochaine, on reviendrait complètement dans les clous de cette Schuldenbremse, mais je ne suis pas certaine que cette annonce ait été appréciée par le bon peuple allemand parce qu'il a eu des élections dans son bon pays de Basse-Saxe où il a pris une claque. Son parti, le FDP, a été viré du Landtag, donc du Parlement régional. Alors, il n'est pas certain qu'une attitude aussi rigide de la part de M. Lindner ait été vraiment appréciée, mais ça, je ne sais pas très bien. Alors, la question, évidemment, se pose aussi, est-ce que, du coup, on se rapproche de la France en matière de respect des règles financières? Honnêtement, je ne pense que non. Vraiment non. Les Allemands estiment que la Schuldenbremse, c'est un corset, mais c'est un corset qui ne comprime pas, mais qui soutient. Donc, à mon avis, c'est un domaine où il n'y aura pas de changement. Alors, rapprochement économique. Alors, personnellement, je n'y crois pas. Mis à part quelques très grands fleurons, EADS, etc., on a quand même certains domaines où la France et l'Allemagne travaillent vraiment bien ensemble. On peut citer Arte aussi. Mais la structure économique de la France et de l'Allemagne est relativement proche. On a 90% de petites entreprises, tout petites entreprises, alors de travailler d'une frontière à l'autre, c'est déjà pas évident. Ça, je n'y crois pas beaucoup. Par contre, ce que je crois, pour l'avoir vécu, je suis persuadée que le rapprochement économique est extrêmement productif et vivant dans les zones frontalières. J'ai fait mes études à Saarbrück, je l'ai vécu de moi-même. Je suis revenue à Saarbrück en tant que présidente du bac franco-allemand. C'est encore vivant maintenant. Les entreprises des deux côtés de la frontière travaillent vraiment ensemble. Il y a vraiment une masse, mais pas des grosses, des petites entreprises, de moyennes entreprises des deux côtés de la frontière qui travaillent ensemble. Mais il y a un atout à ce niveau-là qui ne s'applique malheureusement pas pour le reste, c'est-à-dire que les gens le long de la frontière, ils parlent les deux langues. Ils sont bilingues. Pas tous, mais suffisamment bien pour permettre des contacts très fréquents. Alors, vous n'avez pas ça quand vous avez dans le mainland, quand vous êtes au centre de la France, au centre de l'Allemagne, ben, les gens, ils parlent anglais. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas allemand. Donc, de ce point de vue-là, il y a des contacts qui existent, mais j'ai assisté à beaucoup de réunions entre des entreprises françaises et allemandes, souvent d'ailleurs en tant qu'interprète parce qu'ils ne s'entendaient pas autrement. Là, il y a encore réellement des efforts à faire et je dirais que l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne, ce serait déjà un bon pas en avant. Merci. Excusez-moi, le micro est coupé. Merci beaucoup. Et sur le sujet de la coopération transfrontalière, je vous invite à lire, il y a un article dans la revue
une interview de la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, qui parle justement de cette coopération avec la ville de Kiel notamment. C'est très intéressant. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez peut-être rebondir sur ces premières... je vous en prie. Sur ces premières interventions. Seulement quelques remarques. En ce qui concerne la coopération économique, seulement pour mentionner que l'Allemagne est maintenant le premier investisseur en France. Donc, on a dépassé les États-Unis. Donc, et l'inverse, c'est aussi, je pense, le développement est tout à fait encourageant. Donc, sur ce plan de vue, je ne suis pas très inquiet. Donc, je voulais brièvement revenir sur la question de la souveraineté. Donc, je partage ce qui a été dit par Hélène Miard-Delacroix et aussi Claire Desmaisonnais, que principalement, donc, il y a là, sur cette question-là, un rapprochement assez visible, n'est-ce pas? Donc, vous avez raison. Donc, quand le président Macron a tenu son discours à la Sorbonne, donc la réponse était réticente, hein, d'outre-Rhin, mais petit à petit, donc, on s'est vraiment rapproché à cette notion de la souveraineté européenne. Déjà, il y a 2 ans, pendant la présidence allemande du Conseil, c'était vraiment le leitmotiv de la présidence allemande, la souveraineté européenne. Il ne faut pas oublier ça. Et maintenant, c'est une notion qui n'est pas contestée en Allemagne, dans la classe politique allemande. Il faut encore toujours définir ce qu'est quoi concrètement. Donc, pour nous, la souveraineté, donc ça ne peut pas être l'autarkie, donc c'est illusoire, mais c'est vraiment la capacité d'action, la capacité de protéger, de faire en sorte que, donc, il faut créer une Europe qui vraiment est capable de défendre ses intérêts et ses valeurs, une Europe qui pèse, une Europe qui protège. Donc, c'est sur ce point-là, donc il n'y a pas je ne vois pas une grande discussion entre les Français et les Allemands. De l'autre côté, si on parle en ce qui concerne la défense, donc la souveraineté, la capacité, ça nécessite des capacités, n'est-ce pas? Et là, l'Allemagne et la Bundeswehr ont un grand problème. Donc, les capacités sont totalement insuffisantes. Et c'est la raison pour laquelle le chancelier, dans son discours, le 27 février, sur la Zeitenwende, le tournant historique, a dit, donc, on va vraiment, d'une manière assez significative, augmenter notre budget de défense. C'est le fameux fonds particulier de 100 milliards, mais aussi, donc, c'est l'augmentation du budget de défense régulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut maintenant rendre la Bundeswehr capable d'agir, d'avoir des capacités. Et pour cela, donc, il faut acheter ce qui est là, ce qui est sur l'étagère, si vous voulez. Et il y a là des choses qui sont seulement offertes par les États-Unis. Par exemple, si on parle d'un hélicoptère de transport lourd, donc c'est du Chinook, c'est pas en offre en Europe. Donc il faut acheter ça. Donc ça, c'est vraiment le défi principal, acheter donc, ce qui est nécessaire pour rendre la Bundeswehr capable. L'autre côté, il y a là, mis à long terme, donc cette ambition de créer donc des capacités aussi proprement européennes, c'est-à-dire produits par les Européens. Et dans ce cadre-là, donc les grands projets, donc je l'ai mentionné, le SCAF, MGCS, l'Eurodrone, là joue un rôle principal. Et là, notre ambition est très claire. Et ça a été souligné récemment aussi par nos ministres de la Défense, Mme Lambrecht et le ministre Lecornu. Là, il y a vraiment l'ambition franco-allemande, n'est-ce pas, de faire avancer ce projet. Donc il ne faut pas nier le fait que il y a des problèmes, il y a des questions qu'il faut résoudre, mais en ce qui concerne la volonté et l'ambition politique, donc elle est très claire. Donc on veut vraiment faire avancer ces projets-là, et ça va certainement aussi être discuté pendant le prochain Conseil franco-allemand.
dans quelques jours. Merci. Merci beaucoup. Je propose de faire très rapidement un second tour de questions, mais avec des réponses vraiment brèves pour qu'on garde la place pour les questions de l'auditoire. Comme on est en train de parler de la défense, je vais commencer par vous, Claire de Mesmé. Sur justement les projets de coopération industrielle qu'a mentionné Monsieur l'ambassadeur, donc le MGCS, le SCAF et autres, on a l'impression que le principal écueil, c'est finalement que au-delà d'être partenaires, la France et l'Allemagne sont aussi des compétiteurs sur le plan industriel, notamment, ils sont concurrents. Est-ce que c'est ça le principal frein à la coopération en matière de défense et notamment à la coopération industrielle, le fait d'être concurrents? Et question difficile, mais comment justement dépasser ces blocages actuels? Oui, ça c'est un point qui est évidemment important, puisque qui dit investissement industriel dans le domaine de la défense dit énormément d'argent. Donc, dans la mesure où les deux États ont une industrie de la défense et se trouvent en concurrence sur ces questions-là, on a aussi un véritable combat, sans mauvais jeu de mots, sur qui va obtenir quel contrat. Donc ça, c'est un élément qui, je pense, joue un rôle, mais ce n'est pas le seul élément. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui est aussi important, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question de la culture stratégique et en particulier du rôle de la relation transatlantique, l'OTAN, la coopération avec les États-Unis sur les questions de défense et sur les questions militaires. Et sur ce plan-là, la France et l'Allemagne ont des traditions et des cultures stratégiques qui sont résolument différentes. Monsieur l'ambassadeur disait acheter du matériel là où il est disponible. C'est un point, mais je crois qu'il y a aussi la question ou le rôle pour l'Allemagne des États-Unis comme défenseurs de l'Europe. Quand on ramène ça à l'histoire récente de la République fédérale, on voit bien que ce sont les États-Unis qui ont garanti la protection, qui ont garanti la sécurité de l'Allemagne de l'Ouest, la sécurité de l'Europe dans cette logique allemande, et qu'aujourd'hui dire nous voulons construire une Europe de la défense sans les États-Unis, c'est quelque chose qui semble assez inconcevable. Donc, il y a vraiment ça relève presque de la psychologie collective. Les États-Unis comme protecteurs, et aujourd'hui, l'Allemagne reste encore en partie dans ce paradigme-là. Et puis, il y a un troisième élément qui, je pense, fait vraiment une vraie différence entre la France et l'Allemagne, c'est une question de mentalité. Donc là, on revient encore aux cultures stratégiques et aux cultures de défense. Le fait de comment penser la force militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est encore où l'Allemagne commence. L'Allemagne, avec cette guerre, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine, il y a cette prise de conscience que nous connaissons tous. Mais il y a encore, on n'est pas du tout au même niveau qu'en France en termes de culture stratégique pour penser la force militaire. Il y avait un article dans Le Monde il y a quelques mois de Claudia Mayer qui disait qu'il faut que l'Allemagne reconnaisse la force militaire comme facteur dans les relations internationales. Et ça peut sembler, ou ça semble aller de soi du point de vue français, ça ne va pas encore de soi du côté allemand. Donc là, je pense que ça joue aussi un rôle dans la façon de penser la défense européenne, de penser aussi la sécurité et l'architecture de sécurité. Merci beaucoup. Hélène Nière-Delacroix, je voulais vous parler des autres pays européens, et, parce qu'on a beaucoup parlé de la France et de l'Allemagne, et justement de la perception par les autres pays du couple franco-allemand ou du tandem franco-allemand. Est-ce que déjà il est une réalité pour les autres États européens? Est-ce que l'Europe a besoin du couple franco-allemand pour avancer? Et j'ai une troisième question, mais ça va peut-être faire beaucoup, alors je vais m'arrêter là. Et alors, le regard des autres sur le couple franco-allemand, ça aussi, c'est historique. Enfin, ça n'a cessé depuis
les années 60, les années 50 même, d'être une question à la fois un regard un tout petit peu méfiant, y compris quand on était cassis, hein, des autres, lorsque les Français et les Allemands prenaient des initiatives, et en même temps, lorsqu'ils ne prenaient pas d'initiative, on sonnait la cloche en disant mais que font les Français et que font les Allemands. Donc c'est ambigu, bon, il faut vivre avec ça, c'est ainsi. Alors, en introduction, Jacques-Pierre Goujon a évoqué que le couple franco-allemand aurait sa légitimité contestée de l'extérieur, en particulier des pays baltes et de la Pologne. Alors, je voudrais rebondir quand même là-dessus parce que ça soulève la question de la crédibilité de la France et de l'Allemagne. Alors, c'est vrai que dans cette histoire de l'attaque de l'Ukraine par l'Allemagne, à laquelle on ne croyait quand même vraiment pas, l'image de l'Allemagne a été ébranlée. Je pense qu'il ne faut pas le nier, qu'on a considéré comme une relative naïveté, d'avoir fait confiance à la force du commerce pour pacifier les relations. Je trouve que si c'est un argument suffisant pour dénier à l'Allemagne un poids et une crédibilité à sa parole, c'est quand même une critique un peu courte. Et je ne serais pas loin d'y voir, alors pas de la part des pays baltes, mais de la part de la Pologne ou de la Hongrie, un petit peu un coup de pied de l'âne, après avoir été soi-même fortement critiqué pour des raisons fondamentales de non-respect des principes de l'état de droit par en particulier la voix de la France et la voix de l'Allemagne. Je crois que là, cette critique est trop courte. Je crois que le message qu'essaient d'envoyer les Français et les Allemands est assez clair, et les autres pays d'ailleurs, parce que il ne faut pas résumer toujours au couple, c'est que, un, on ne s'en sortira pas seul, deux, il y a un danger de force centrifuge si on commence à se tirer précisément dans les pattes les uns les autres et à contester la légitimité de la parole de l'un ou de l'autre, et ce serait donner raison à Poutine. Qui espérait une réaction partant dans tous les sens des Européens et qui n'a pas obtenu. Donc je ne pense pas que ce soit la ligne à suivre. La France et l'Allemagne peuvent parfaitement rester une force de proposition, et surtout cette situation contestée par certains pays ne change rien à deux faits qui sont incontestables. Je veux dire, les Français et les Allemands doivent dire aux autres comment il faut faire, mais on ne changera rien au fait que l'Allemagne est le pays qui a le poids le plus important en démographique, industriel, économique, financier, banquier, etc. Et que la France a, qu'on le veuille ou non, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union, un statut quand même particulier, en particulier aux Nations Unies. Et que donc, ce serait une vision déformée, je pense, que de dire que les Français et les Allemands auraient perdu toute légitimité à emmener les autres. Je pense qu'il ne faut pas toujours se réfugier dans la solution bilatérale. Et la géométrie variable existe. Simplement, les pays évoluent. On a beaucoup parlé d'un triangle franco-allemand-italien. En ce moment, l'Italie a un nouveau gouvernement qui se met en place. Donc, on va peut-être un petit peu attendre pour voir quelle est sa force de proposition. Je pense que là, les Français et les Allemands ont raison d'apprendre du passé, que, un, on n'impose pas aux autres, et que, deux, si on est une force de proposition et de proposition de trouver des cohérences et des cohésions et des compatibilités, ce sera bien et les autres suivront. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a aussi des formats comme le triangle de Weimar avec la Pologne et d'autres. Alors, une dernière question pour vous, Brigitte Lestrade, sur un sujet peut-être moins clivant que la défense, mais comme ça, on aura brossé un petit peu toutes les thématiques de la coopération franco-allemande. C'était sur le social. La coalition allemande, qui est baptisée Oser davantage de progrès, porte dans son contrat de coalition un agenda de réforme sociale ambitieuse qui, en raison de la crise actuelle, donne l'impression d'être un petit peu relégué au second plan des priorités du gouvernement. Sur le plan social, la France et l'Allemagne sont confrontées à des problématiques similaires, que ce soit le salaire minimum, l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il y a une influence réciproque entre la France et l'Allemagne sur les questions sociales et est-ce que les réformes sociales de l'un peuvent avoir un impact sur les réformes sociales de l'autre? Merci. Je crois que quand vous avez entendu toutes les questions, on pourra en parler pendant des heures. Hein. Alors, vu qu'on est censé être bref, donc je vais juste toucher à certains points. Alors, je vais commencer par la fin, la retraite.
Vous savez peut-être déjà ou peut-être pas que la retraite en Allemagne, elle est évidemment beaucoup plus lointaine qu'en France, c'est-à-dire on vise les 67 voire les 68 ans. Alors qu'en France, on aspire à la retraite à 60 ans. Je crois que la convergence me semble difficile, pour le dire de façon modérée. Voilà. Alors là, je crois qu'on voit bien qu'en France, il y a actuellement une discussion très dure sur ce sujet-là. En Allemagne, ça a été décidé, ça a été évacué, ça a été acté. Alors sinon, donc il y a les vieillesses, il y avait le salaire minimum. ah oui, c'est ça, il y a le salaire minimum, il y a Hartz IV. Alors, le gouvernement allemand, c'est vrai qu'ils ne se sont pas couverts de fleurs en développant donc cette réforme Hartz IV qui pénalise quand même pas mal les chômeurs de longue durée. Alors, qui déjà, le simple sigle Hartz IV, Hartz IV, est devenu une sorte de sigle infamant. Quelqu'un qui, on dit, voilà, un Hartz IV, ça veut dire c'est un loser. Voilà. Et donc, déjà, pour commencer, les Allemands, ils ont fait une réforme, ils ont voulu changer le sigle déjà pour commencer. Donc, maintenant, c'est devenu une allocation citoyenne. Ça sonne quand même mieux que Hartz, c'était un monsieur, hein, c'était l'inventeur de la réforme dans le temps. Alors, cette allocation citoyenne, pour être tout à fait honnête, elle est à peine relevée. Hein. C'est toujours pour les chômeurs de longue durée. Hein. Ils ont un petit quelque chose de plus, mais pas énormément du point de vue purement argent. Par contre, on va les encadrer davantage pour qu'ils trouvent un boulot un peu plus facilement. De ce point de vue-là, les Allemands ont vraiment essayé de faire un petit peu mieux. Sinon, vu qu'ils sont très occupés actuellement avec la pandémie et avec d'autres sujets, la guerre en Ukraine, ils sont suffisamment occupés à ce niveau-là. Hein. Merci beaucoup. Bah, s'il y a des questions à ce sujet, on pourra y revenir. S'il y a des questions, on peut revenir à... Oui. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et pour tous ces éléments très intéressants. Maintenant, la salle, enfin les questions, on va prendre vos questions. Voilà. Il y a une question ici, au premier rang. On va peut-être en prendre 2, 3 d'un coup, et comme ça, ceux qui veulent répondre. Okay. Oui, et si vous pouvez vous présenter brièvement. Oui. Denis Verret, un ancien d'Airbus, et donc un acteur du franco-allemand concret. Non, ma question porte sur l'Indo-Pacifique et la Chine. J'ai l'impression que la France, comme l'Union européenne, l'Allemagne, ont la même position vis-à-vis de l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire une approche non confrontationnelle vis-à-vis de la Chine. Manifestement, ce n'est pas l'approche américaine. Donc, est-ce que nous ne risquons pas, vu le rôle des États-Unis dans la guerre en Ukraine, d'être emballés dans une version très confrontationnelle à nos risques et périls? Merci beaucoup. Bonjour, Davoud Khan, Fédéral Europe. Merci pour les informations intéressantes et précises que vous avez bien voulu fournir. Alors, leur relation franco-allemande, je dirais, la question à se poser, pourquoi faire? Dans le passé, la réconciliation et la paix, ça a fonctionné. Ensuite, on est passé à l'intégration économique et monétaire. Ça a fonctionné pas mal. Et maintenant, on passe à l'intégration budgétaire et voire politique. On a des signes encourageants sur le politique puisque Macron et Scholz ont proposé de passer au vote à la majorité, ce qui est quand même très considérable et qui est une forme de semi-fédéralisme. Il faut bien prendre les choses en compte. Maintenant, malheureusement, je pense que ça a peu de chances de voir le jour. Et à partir de là, la relation franco-allemande, est-ce que vous pensez qu'on est capable d'aller vraiment dans une intégration politique de type fédéral avec cette méthode franco-allemande qui a toujours été de commencer à deux pour ensuite intégrer des pays par la suite? Et là, je rebondis sur ce qui est inscrit dans le contrat de coalition du gouvernement allemand, de commencer avec un petit nombre de pays, par exemple la France et l'Allemagne, à constituer un noyau gouvernemental, fédéral, pour traiter des questions, notamment de défense et d'industrie. Merci.
Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question au premier rang et ensuite on prendra un deuxième salve de questions. Alors, j'ai deux questions. Une aura des pâquerettes. En Allemagne, l'énergie, bon, puisque j'ai des parents allemands, hein, de la parenté allemande, le prix de la consommation a été multiplié par 2 ou 3. Voilà. Alors, ça va avoir une incidence peut-être, le mécontentement, sur les problèmes de guerre et des relations avec la Russie. Alors maintenant, je viens sur le problème de la défense. Sur le problème de la défense, M. Biden, d'abord, Zelensky a fait des propositions pour trouver une issue au conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie au mois de mars. Et les Anglais ont tout fait échouer. Ils ont fait pression sur Zelensky pour qu'il écarte toutes ces propositions. Deuxièmement, il y a M. Biden au mois d'avril. Alors ça, c'est la stratégie qui est très importante, la doctrine stratégique, qui maintenant permet l'utilisation d'armes atomiques à titre préventif. Et je vous signale qu'il y a un programme qui est en train militaire qui est en train d'être élaboré, de production d'engins atomiques. Vous pouvez juste en venir à votre question pour qu'on ait le temps. Oui, à 50 millions de dollars pour 13 engins. Voilà, alors ma question, quel est le rapport, comment vous situez par rapport, vous, Allemands, par rapport à cette problématique d'une décision que se réservent les États-Unis d'employer la bombe atomique et de faire éclater un grand conflit en Europe. Merci beaucoup. Donc, on a 3 questions, une sur l'Indo-Pacifique, une sur l'énergie, le nucléaire, et l'autre sur l'intégration à différents niveaux. Qui veut commencer? Ouais, allez-y. Moi, je voudrais réagir à la question de monsieur sur les 3 époques, réconciliation, paix, intégration économique et monétaire, et puis intégration politique qui irait vers un projet de type fédéral. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. On oublie, vous savez, les historiens, ils sont quand même très utiles parce qu'ils nous rappellent des choses. Dans les projets, et on le trouve dans les archives des affaires étrangères et du ministère de l'économie dans les années 50, en 1958, donc juste après le traité de Rome, l'Allemagne fédérale était extrêmement favorable à une Europe politique et même avant même que l'on puisse faire une union économique et monétaire. Et donc, il y a un ordre des éléments. Donc, se dire que l'Europe politique, c'est quelque chose qui ne serait pas important pour les Allemands parce qu'ils s'intéressent essentiellement à l'économie, c'est une faute dans l'ordre des éléments. Et puis, en 1990, lorsque l'on a avancé la conférence intergouvernementale pour aller vers l'Union économique et monétaire, immédiatement, le chancelier Kohl a ressorti la carte de l'Union politique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement impossible. Simplement, il y a eu une espèce de dépit du côté allemand parce que l'union économique et monétaire ne s'est pas faite dans l'ordre que l'on voulait et que l'on souhaitait, avec la théorie du couronnement, avoir la monnaie au dernier moment. Bref, pour faire court, il y aurait, à mon avis, une possibilité de rapprochement et d'initiative vers ce type, alors vous dites bilatéral, il faudrait que les opinions soient d'accord, à condition qu'on arrive à se mettre d'accord sur la notion de gouvernement économique européen et de rapprocher les doctrines. Jusqu'alors, l'Allemagne s'est montrée non interventionniste. Or, en ce moment, dans l'économie, on est particulièrement interventionniste. Donc, tant qu'on n'aura pas rapproché ces 2 visions des choses, on ne peut pas progresser beaucoup. Et puis, ça voudrait dire aussi, et là, ce serait une vraie ambition, convaincre les opinions de rapprocher, vous le dites, pourquoi pas à 2, les Français et les Allemands, s'imbriquer plus. Aujourd'hui, je ne vois pas bien les opinions aller dans ce sens-là. Et puis, juste une remarque sur ce que vous dites, et qui est quand même une différence dans les réactions des 2 pays. En Allemagne, j'y vais souvent, en effet, 20, 30, 50% de la population dit, comme le prix de l'énergie est en hausse et qu'il y a de l'inflation, il faut absolument parler à M. Poutine
voire faire des concessions. Il n'y a pas de ça en France. Les Français râlent, mais il n'y a absolument pas une demande adressée à l'exécutif d'une action diplomatique envers M. Poutine. Donc, vous voyez, on a malgré tout des très grandes différences dans l'approche des problèmes. Simplement, je suis sûre que ni les Français ni les Allemands sont capables d'expliquer pourquoi le coût de l'énergie a monté aussi vite. Vous voulez quelque chose? Oui, sur la question de la position américaine en ce qui concerne donc le danger d'une escalade nucléaire en Europe. Donc, à mon avis, l'administration américaine fait tout pour éviter une escalade nucléaire. Les États-Unis n'ont aucun intérêt. Donc, imaginez-vous les conséquences qu'une escalade nucléaire aurait sur l'économie mondiale. C'est catastrophique. Donc, on ne peut pas limiter. Donc, ils ont toujours dit l'emploi de l'arme nucléaire par la Russie changerait fondamentalement la nature du conflit. Et de ce point de vue-là, je pense que le président Biden est tout à fait clair. Donc, les États-Unis n'ont aucun intérêt à une telle escalade. C'est la raison pour laquelle donc, le message au président Poutine est n'y pensez pas. Peut-être une petite remarque en ce qui concerne le fédéralisme, je pense, et le noyau dur. Donc, est-ce qu'on avance à 2, à 3, à 5 Donc, on le fait de facto, comme j'ai déjà dit. Donc, ce tandem franco-allemand a été toujours important pour faire avancer toute l'Union européenne, n'est-ce pas? Et les Allemands ont une certaine préférence communautaire, c'est-à-dire, si possible, donc on avance en 27, n'est-ce pas? Si ce n'est pas possible, donc il faut regarder des options. Qu'est-ce qu'on fait dans un cadre de la défense je pense est un bon exemple. Mais de facto, donc, il y a déjà cette géométrie variable. C'est l'euro, c'est zone euro, c'est la zone Schengen, n'est-ce pas? Donc, ça existe déjà. Mais maintenant, donc, je pense que les propositions qui ont été faites par le président de la République et par le chancelier en ce qui concerne la réforme institutionnelle, c'est quelque chose qu'il faut faire à 27. Ça, on ne peut pas faire à 2 ou 3 ou à 4. Et c'est la raison pour éviter une situation avec trop de cercles, n'est-ce pas? Exactement, c'est la raison pour laquelle on a proposé l'introduction, la généralisation du principe du vote à la majorité. Car si on prend des décisions sur la base de ce principe-là, donc l'unanimité n'est pas toujours nécessaire. Mais en même temps, on peut avancer. C'est une autre question. Pierre de Messimet, vous voulez peut-être prendre la parole sur une des questions qui a été posée? Oui, je voulais ajouter un mot sur l'Indo-Pacifique. Je pense en effet, comme l'a dit monsieur, que la France et l'Allemagne, là, sont dans une logique qui est similaire, une logique de non-confrontation, mais avec quand même des accents qui sont différents. Les deux pays ont publié il y a pas très longtemps des stratégies indo-pacifiques. Enfin, le papier français s'appelle stratégie, le papier allemand non, mais c'est une réflexion, mais ça revient à peu près à la même chose. Et c'est intéressant de voir que dans le papier, dans la stratégie française, la dimension militaire, la dimension de défense est très présente, et que la France se conçoit elle-même comme une puissance indo-pacifique, alors que pour l'Allemagne, c'est évidemment très différent. La logique est beaucoup plus commerciale. Donc l'Allemagne, pour assurer la stabilité de cette région-là, qui est importante pour son économie, passe par une approche commerciale qui est plutôt classique. Cela étant, vu la situation aujourd'hui
au voisinage de l'Union européenne, il est très clair que la France et l'Allemagne ne vont pas s'engager dans une aventure militaire dans la région et ils vont d'abord se concentrer sur la stabilité à leurs frontières. Et puis, un point, si vous permettez, sur la question classique, à quoi sert encore le franco-allemand? Le franco-allemand, c'est aujourd'hui, ou la coopération franco-allemande, c'est aujourd'hui ce qu'on a trouvé de mieux. Donc, c'est absolument pas parfait, ce n'est absolument pas magique, c'est compliqué. Il y a des obstacles, c'est souvent lent, et c'est vrai qu'en période de crise, on aimerait que ça aille vite, cette coopération. Ce n'est pas le cas. Mais la coopération franco-allemande, c'est ce qu'on a trouvé de mieux parce qu'on a réussi à trouver, à élaborer au fil des années une véritable culture du compromis entre les deux États, et aussi parce que nous disposons d'institutions, d'un système institutionnel qui s'est enrichi année après année ou décennie après décennie au niveau de l'exécutif et au niveau, depuis assez peu de temps, au niveau parlementaire avec la création de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Donc, tout ça fait qu'on peut avoir des avis différents, on peut se disputer, mais de façon saine et de façon productive. Cela étant, je pense que l'ouverture de cette coopération est indispensable. Et il y a une question qui est dans le chat, qui est peut-on faire l'autonomie stratégique vraiment avec les pays baltes et avec la Pologne? Et j'ai envie de retourner la question et de dire, mais peut-on construire cette autonomie stratégique sans les pays baltes et sans la Pologne, alors qu'aujourd'hui, avec la guerre contre l'Ukraine, il y a un changement d'équilibre au niveau de l'Union européenne et que cette région est de plus en plus mise en avant. Donc, oui, la coopération franco-allemande, parce qu'elle a fait ses preuves et parce que nous avons des mécanismes adaptés, mais en l'ouvrant, et en particulier en l'ouvrant à l'Europe centrale et orientale. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur une remarque qu'a faite Hélène Miard-Lacroix en disant que l'État allemand est interventionniste, il est très interventionniste. Non seulement il subventionne les gaz à tout va, mais il vient de racheter l'importateur unique Uniper. Il l'a racheté parce qu'il allait faire faillite. Donc l'État est là, très là, beaucoup là. On va prendre un deuxième tour de questions. Ouais, il y a une question là-bas. Oui, donc bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Monsef Campos, je suis étudiant en histoire en licence à Sorbonne. Et moi, j'ai participé en fait, l'année dernière à la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc, notamment qui a posé cette proposition-là sur la majorité qualifiée. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous avez évoqué une éventuelle discussion, notamment pour le prochain Conseil de l'Europe, là, pour la majorité qualifiée et des initiatives de défense commune. Et donc, moi, quand j'étais le 9 mai, j'étais donc au Parlement européen et monsieur Macron, le président, a pris parti pour les propositions citoyennes pour justement cette majorité qualifiée. Et en fait, le contexte à l'époque, c'était qu'il y avait une grande partie des États européens qui n'étaient pas forcément pour, donc une dizaine notamment, avec la Suède, je crois, à la tête de ça. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui? Donc, est-ce que les discussions ont avancé, notamment avec le contexte du conflit en Ukraine? Est-ce que les États européens ont devancé cette problématique-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur ça? Et dernière chose, il y avait aussi à cette époque-là l'initiative du compas stratégique, la boussole stratégique, qui avait été avancée. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette boussole a un impact sur les initiatives de défense commune, ou elle est complètement dépassée en fait, par le conflit en Ukraine? Est-ce qu'on doit l'oublier complètement, ou est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Est-ce que vous auriez une chose à nous dire sur ça? Bonsoir. Donc, pour me présenter, moi, j'ai la chance de travailler avec Gaspard tous les jours à l'IRIS. Et ma question porte sur le risque d'un déséquilibre au sein du couple ou du tandem franco-allemand et sur la perception de celui-ci. Parce qu'on a d'un côté, en France, une situation qui est assez peu propice à des réformes qui peuvent être considérées comme urgentes côté allemand, d'une part. Et de l'autre côté, on a eu le débat en France, on va de plus en plus l'avoir, sur le risque d'une volonté, par exemple, presque hégémonique de l'Allemagne en matière de défense, que ces perceptions justifiées ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de déséquilibre, de décrochage au sein du couple franco-allemand?
Bonjour, je m'appelle Paul Kragen, je suis étudiant en master de géopolitique à Paris 1 et également stagiaire à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. J'aurais 2 questions à vous poser. Donc, la première sur justement les réformes sociales au regard de la mise en place du Bürgergeld qui était quand même assez faible par rapport à ce qui avait été prévu à la base, et aussi on regarde la position du FDP sur le retour à l'orthodoxie budgétaire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les réformes sociales audacieuses qui étaient prévues par le gouvernement, est-ce qu'elles sont définitivement enterrées, ou est-ce qu'on peut s'attendre à un rebond peut-être? Et la deuxième question portait justement sur la relation de coopération en matière de défense franco-allemande. Vous avez parlé de la culture stratégique différente, mais force de constater que la France et l'Allemagne ont également des besoins différents, me semble-t-il. Par exemple, sur l'Eurodrone, l'Allemagne a besoin de drones qui sont lourds, qui volent au-dessus de terrains qui sont civilisés, alors que la France a besoin de drones qui volent au-dessus du Sahel, donc au-dessus de territoires désertiques. Et même sur le SCAF, la France elle cherche des avions qui portent l'arme nucléaire, qui décollent de porte-avions. Ce n'est pas du tout les mêmes besoins. Quelle coopération en matière de défense est possible, et le cas échéant, au prix de quel sacrifice? Merci beaucoup. Merci. Et on va prendre une dernière question, et je pense que ce sera la dernière. Bonsoir, Thomas L du Bureau international de liaison et de documentation, le BILD, donc une association fondée en 1945 et dont l'objectif est de réunir des jeunes français et allemands lors de séjours autour de la langue, l'apprentissage de la langue du partenaire. Et justement, quand je lis la relation franco-allemande, je me pose la question de la communication. La langue, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi un imaginaire qu'on partage avec l'autre. Et est-ce qu'au final, la situation qu'on vit à l'heure actuelle, c'est, alors si on est diplomate, on va dire, c'est un recul de l'apprentissage de la langue du partenaire. En fait, en France et en Allemagne, c'est en chute libre. On voit les classes qui sont fermées au fur et à mesure. On garde certaines choses ouvertes en disant, regardez, il y a encore de l'apprentissage, mais c'est très compliqué. Au final, est-ce que ce n'est pas le plus grand frein à l'heure actuelle, dans le cadre de la relation franco-allemande, le fait qu'on n'apprend plus la langue de l'autre? Merci pour vos questions. Je ne sais pas si Claire de Messier voulait peut-être répondre à la dernière question. Sur l'apprentissage de la langue du partenaire? Oui, voilà, ou sur une autre question. Oui, alors évidemment, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est préoccupant, avec une évolution qui n'est guère encourageante, encore plus pour l'apprentissage de l'allemand en France que l'apprentissage du français en Allemagne. Je ne sais pas si c'est le principal obstacle à la coopération. C'est un obstacle, et à travers la langue, on véhicule de nombreuses choses. On véhicule des valeurs, on véhicule aussi une façon de voir le monde, et ça permet de mieux se comprendre. Bon, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'en passant uniquement par l'anglais, on a aussi des malentendus et on n'arrive pas à accéder en profondeur à la culture de l'autre et avoir une compréhension fine. Donc, certaines connaissances linguistiques sont indispensables. Cela étant, c'est une difficulté parmi d'autres. Je travaille dans une institution donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui soutient la mobilité des jeunes, qui soutient les échanges franco-allemands avec connaissances linguistiques ou sans connaissances linguistiques. Et c'est aussi une façon d'appréhender les choses. Commencer par de la mobilité pour aussi donner envie d'apprendre la langue et de mieux connaître le pays partenaire. Et faire des connaissances linguistiques une condition indispensable aux échanges n'est pas forcément aujourd'hui la meilleure façon de faire. Enfin, je pense qu'il faut être un petit peu créatif dans la façon d'envisager justement l'apprentissage de la langue et la façon de donner envie aussi d'apprendre la langue de l'autre. Merci beaucoup. Pour le reste, on avait une question sur la boussole stratégique, une question sur le déséquilibre dans le couple ou la relation franco-allemande, sur la réforme sociale et sur la défense. Qui veut se lancer? Donc je voulais revenir brièvement sur la question de l'apprentissage
de la langue du partenaire, je pense que vous avez tout à fait raison. À mon avis, donc l'anglais ne suffit pas. Donc c'est bien, donc ça va de soi, il faut parler l'anglais, mais à mon avis, le développement est tout à fait préoccupant. C'est la raison, le problème a été identifié, c'est la raison pour laquelle donc les ministres de culture de Länder, le plénipotentiaire du gouvernement allemand pour les relations culturelles franco-allemandes et le ministre de l'Éducation nationale ont chargé une commission des experts d'élaborer une stratégie qui vise à soutenir, à faire avancer l'apprentissage de la langue du partenaire. Je pense qu'on va présenter cette stratégie dans les semaines qui viennent. Et à mon avis, donc c'est un problème très complexe. Et Claire Desmaisonnais a évoqué quelques points très importants, mais il faut vraiment, à mon avis, faire tout pour stopper ce développement, donc ce cercle vicieux. Moins d'élèves, moins de profs, moins d'élèves, etc., etc., etc. À mon avis, c'est un grand danger. En ce qui concerne la boussole stratégique, on était déjà en train de mettre en œuvre la boussole stratégique. Donc, hier, par exemple, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de lancer une mission, une opération de l'Union européenne visant à former 15 000 Ukrainiens, soldats ukrainiens. Et dans ça, c'est une opération de l'Union européenne, n'est-ce pas, financée par l'Union européenne avec deux quartiers généraux. Donc, c'est un exemple, c'est-à-dire on est déjà en train de mettre en œuvre la boussole stratégique. Ça va aussi pour tout le procès capacitaire, c'est-à-dire un processus qui vise à vraiment développer d'une manière structurée des capacités européennes. Et ça, donc, c'est pour nous, c'est très important, c'est quelque chose donc qu'on a fait avancer ensemble avec la France, particulièrement la boussole stratégique. Et à mon avis, c'est un bon exemple qui démontre que les vues françaises et allemandes sur la question, sur la nécessité vraiment de faire renforcer l'Europe de la défense sont convergentes. C'est tout à fait clair à mon avis. Mais de l'autre côté, il faut être aussi réaliste. Claire Desmaisonnais a parlé de peut-être cette mentalité, donc de voir les États-Unis comme le défenseur principal de l'Europe. Je pense que le rôle des États-Unis donc est tout à fait évident pour le moment. C'est-à-dire, sans les États-Unis, l'Ukraine n'existait plus. C'est tout à fait clair, à mon avis. Donc, mais il fait en sorte que une telle contribution des États-Unis ne soit pas plus nécessaire dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer les capacités européennes, et c'est ce que nous faisons. Juste un mot sur la boussole stratégique avant de vous laisser la parole. Sur le fait de savoir si elle est obsolète, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été adoptée en mars 2022, donc après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc ça a bien été pris en compte, et le texte a été adapté en fonction, donc elle n'est pas obsolète, et c'est censé servir comme feuille de route, une sorte de livre blanc européen pour les prochaines années. Et en effet, comme disait l'ambassadeur, il y a plein de projets en cours. Il y a notamment une adoption l'année prochaine d'une stratégie spatiale de défense et de sécurité européenne. Donc c'est un document très, très important. Hélène Mière-Delacroix, vous vouliez répondre à une question? Oui, je voudrais dire un mot sur la question de la langue qui, bien sûr, est au centre de nos préoccupations. Vous avez bien sûr raison. En même temps, Claire Desmaisonnais a raison. Il faut aussi faire se rencontrer des gens qui ne parlent pas la langue pour les amener à l'apprendre. On connaît tous les causes de ce phénomène, mais comment aller contre, à part la contrainte, on va pas obliger les élèves français à apprendre l'allemand. Je ne pense pas que ça marche très, très bien. Donc, il faut une inventivité. Je pense qu'il y a vraiment un problème. À la limite, c'est le prix de notre succès. C'est-à-dire que pour les jeunes Français, apprendre l'allemand, bon, c'est pas très sexy.
Et inversement, les jeunes Allemands, ils veulent apprendre plus loin. Ils veulent aller en Amérique latine, ils veulent apprendre le chinois, etc. Donc, c'est un des prix à payer, mais c'est un vrai chantier. Il va falloir faire quelque chose parce que ça tient aux représentations de l'autre pays, mais le fait de ne pas parler la langue contribue à renforcer ces représentations. Et ça me permet de rebondir sur l'autre question, sur le risque hégémonique de l'Allemagne en matière de défense. Et ce mot hégémonique, pour moi, est un de ces révélateurs de représentation qui ne cesse de circuler et symétriquement, de manière parfaitement symétrique. Parce que ce que vous dites sur cette crainte que les Allemands pourraient d'un seul coup essayer de prendre le pouvoir, on va dire, et imposer leur vue dans une Europe de la défense, vous l'avez en miroir, hein, beaucoup de réticences allemandes à s'engager dans des projets européens de défense et de dire les Français vont nous imposer leur façon de faire, vont nous imposer leur stratégie, etc. Donc je pense que c'est pas la bonne approche de considérer que l'autre est potentiellement un hégémone, et plutôt essayer de trouver ensemble comment on peut équilibrer. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'affaires de défense. Est-ce qu'il vaut mieux que le drone soit capable de passer au-dessus des montagnes du Harz ou d'aller dans le désert? Je ne sais. La notion que j'ai, c'est que si on veut fonctionner, il faut penser à toutes les solutions. C'est-à-dire, c'est pas un côté qui va l'emporter sur l'autre. On ne sait pas combien de temps la France aura besoin de voler au-dessus du Sahel d'ailleurs. Et les projets d'armement, bien sûr, il faut prendre des décisions, mais il faut que ça serve à tous. On n'est pas obligé de tous faire exactement la même chose et d'uniformiser la production pour ne produire qu'un seul produit qui ne satisferait qu'un côté. Mais comme vous le voyez, le vocabulaire que j'emploie montre que ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'ai la pensée politique qui est derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un qui va gagner sur l'autre, c'est gagner ensemble, c'est toujours le même système, on apporte ce qu'on a, et on essaie d'en tirer bénéfice ensemble. Mais chacun apporte ce qu'il a. J'aimerais également apporter une réflexion concernant cette question de l'apprentissage des langues. Je crois que nous savons tous maintenant que les négociations dans les entreprises, ça se fait en anglais. Je veux dire, il n'y en a plus assez qui parlent l'un ou l'autre, donc ça se passe en anglais. Mais je crois que ce qu'on sous-estime souvent, c'est que la maîtrise de la langue est une chose, mais il faut apprendre, enseigner aux étudiants en France la façon dont ils raisonnent. J'ai essayé avec mes étudiants de leur dire quand les Allemands disent ça, ils veulent en vérité, ils pensent ça. Donc, il faut toujours également leur approcher cette façon de raisonner. La langue n'est finalement qu'un vecteur, mais la façon de raisonner, c'est très important. Et je pense même en discutant en anglais, on peut dire, bon, voilà ce qu'il a en tête, il faut faire attention. Moi, ça me paraît vraiment le plus important dans ces discussions parce que là, honnêtement, on ne revient pas en arrière. Hein. Ça sera en anglais, c'est en anglais. Voilà. Et j'aimerais encore juste faire une petite réponse sur les réformes sociales enterrées. Je crois qu'il y a d'autres urgences maintenant que la pandémie est derrière nous, qu'on a la guerre en Ukraine. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de réformes sociales qui sont en attente au niveau du gouvernement, mais ne sous-estimons pas les régions, les Länder. Les Länder ont un gouvernement. Ils fonctionnent souvent de façon très différente. Ils peuvent être de droite, de gauche, du centre, de haut en bas, peu importe. Ils ont également une politique à mener. Et ce sont, à mon sens, des laboratoires formidables pour le land pour la population dont ils s'occupent. C'est à ne pas sous-estimer. Voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je pense qu'on a abordé énormément de thématiques qui mériteraient chacune d'entre elles une conférence à part entière. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci au public et à ceux qui étaient en ligne également. Merci pour vos questions. Et enfin, un merci particulier à Sacha Serrault et Marc Verzeroli pour leur direction de cette revue qui s'occupe de la RIS. Donc, merci à eux et bonne soirée à tous.